donc notre avant-dernier intervenant. Donc je vous rappelle que le thème c'était quand même assise de la France des Gilets jaunes vers une nouvelle révolution. Et donc je n'ai pas mis Christine sur écoute, mais je sais que Christine et Emmanuel Crène, ici présents, ont très souvent des discussions, notamment sur la Révolution française, sur 1789. Et je ne suis pas certain qu'ils aient l'un et l'autre tout à fait la même vision de cet épisode historique. Malgré tout, je suis ravi encore plus, et ça montre que vraiment aucun tabou ne nous fait peur. Ça me fait encore plus plaisir d'entendre donc Emmanuel Crène, qui par ailleurs est conseiller régional apparenté Rassemblement national en Occitanie, de nous expliquer un petit peu le parallèle, les similitudes, mais aussi les différences entre la période de 1789 et la période de 2019 que nous connaissons. Je suis donc ravi de donner la parole à Emmanuel, et le major Alain Bond se prépare. Merci Pierre. Je souhaiterais aussi remercier Christine Tazin, et les féliciter pour leur courage et leur détermination dans un monde totalitaire où il est impossible de dénoncer ce qu'on veut dénoncer, et on peut tout dénoncer dans un régime démocratique. Alors, même si je ne partage pas effectivement toutes les vues de Pierre et de Christine, je souhaite les remercier de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui sur ce sujet qui est un sujet que je pense intéressant. J'espère que mon intervention, après toutes ces magnifiques interventions, ne vous décevra pas. Alors d'abord une petite introduction personnelle afin que vous puissiez mettre en perspective ce que je vais dire. Il faut que vous sachiez tout. Donc je suis effectivement élu conseiller régional. J'ai quitté le Rassemblement national récemment pour des raisons professionnelles. Dans la finance, on ne peut pas effectivement avoir une étiquette politique, c'est très gênant à la fois pour les clients et les employeurs. Donc je reste élu, mais effectivement j'appartiens à cette obédience de pensée. Par ailleurs, fondamentalement, je suis monarchiste légitimiste, et je l'assume complètement. C'est pourquoi je suis très différent de Christine, et j'espère qu'à la sortie de cette salle, je ne serai pas guillotiné, bien sûr. Voilà. Alors, je souhaite dire que je ne représente en aucune façon dans mon intervention d'aujourd'hui les vues de Marine Le Pen, du Rassemblement national. Ce sont mes vues personnelles, et je ne souhaite pas, bien sûr, que le parti que j'ai maintenant quitté, pour ces raisons techniques, y soit associé, bien entendu, car nous avons ces différences. Alors, tout d'abord, bon, effectivement, on entend dire beaucoup que les Gilets jaunes seraient une nouvelle révolution, une sorte de nouveau 1789. Alors, est-ce le cas ou s'agit-il simplement d'une simple jacquerie, ou s'agit-il d'un phénomène nouveau? Alors, je vais vous raconter une anecdote qui vient du conseil régional. J'étais en commission finance il y a quelques semaines, et au cours des discussions, les socialistes et les radicaux, donc la majorité socialiste, a commencé à parler avec condescendance du mouvement des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, moi qui suis quand même le vilain petit canard du conseil régional, puisque j'ai intenté plusieurs procès à Madame Delga, je me suis un peu emporté en leur disant qu'il m'apparaissait, tous ces élus, comme un peu déconnectés de la réalité, et surtout comme de pauvres petits bourgeois apeurés par la colère du peuple qui se réveillait enfin suite à toutes ces mesures qu'ils ont mis en place et qui ont appauvri considérablement la société. Ils ont peur, ils ont très peur, et ça se voit en particulier dans les chiffres qui sont communiqués, les chiffres de participation. Un des précédents intervenants l'a souligné, ces chiffres sont complètement fantaisistes et ridicules, ils ne correspondent pas à la réalité. Alors évidemment, chaque côté va vouloir amplifier les chiffres, mais aurait-on peur de 10 000 personnes? Ferait-on des grands débats partout en France et déplacerait-on le président de la République pour 50 000 personnes, même 300 000 personnes? Il est clair que ce mouvement est extrêmement profond. Donc la question qui est posée, effectivement, est tout à fait légitime. S'agit-il d'une nouvelle révolution? Pourquoi le pouvoir a-t-il si peur? Alors, ma thèse principale, c'est de dire que nous sommes dans un contexte pré-révolutionnaire, tout à fait comparable, si on peut avoir une comparaison possible entre deux sociétés qui sont quand même structurées de façon totalement différente, à plus de 2 siècles d'écart.
Alors tout d'abord, la situation économique est tout à fait analogue. Vous avez 3 éléments de comparaison fondamentaux qui sont extrêmement proches. D'abord, une dette publique extrêmement élevée. En 1789, on estime que la dette représentait 80% du PIB. Il y avait un problème de pouvoir d'achat. Le peuple criait « du pain, du pain ». Le prix du pain avait considérablement augmenté. Et enfin, il y avait une crise de la représentation politique. Alors, il y avait une représentation politique qui existait, il y avait des parlements, il y avait des pouvoirs intermédiaires, la monarchie n'était pas quelque chose de monolithique et de dictatorial, mais disons que ce régime politique traversait une crise profonde et le peuple et la bourgeoisie demandaient une représentation différente. Alors, pourquoi y avait-il autant de dettes? Pourquoi y avait-il ce problème de pouvoir d'achat? Alors pour cela, ce n'était pas la première fois que le peuple demandait suffisamment pour manger. Il y a eu dans les années 1770, avant la Révolution, ce qu'on a appelé la guerre des farines, qui sont des révoltes extrêmement violentes qui ont eu lieu et qui sont liées à une chose très importante, c'est qu'en 1745, le ministre des Finances de l'époque, Philibert Horry de Vignory, qui était un homme remarquable et très rigoureux sur les finances publiques, s'est fait virer et a été remplacé par les amis de Madame de Pompadour, qui étaient des financiers. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir royal a été extrêmement influencé par la physiocratie, qui est un peu l'ancêtre du libéralisme moderne. Et ces idées de circulation des biens, des personnes, du capital, ont progressé pendant une quarantaine d'années jusqu'à la Révolution française. Un des exemples de cela, c'est Turgot, qui a voulu libéraliser le commerce du grain. Et immédiatement, dans les 6 mois qui ont suivi, il y a eu la guerre des farines, puisque le peuple n'avait plus rien à manger. On a vidé les greniers et on a fait d'ailleurs tirer sur le peuple à l'époque. Hein. Louis XV était c'était le début de l'époque de Louis XVI, le début du règne n'a pas été particulièrement libéral du point de vue politique. Alors ça, ce sont les trois grands problèmes, la dette, le pouvoir d'achat et la représentation politique, qui sont les principales revendications que l'on trouve en 1789 et que l'on trouve aussi aujourd'hui. Hein. Le problème de la représentation politique a été complètement oublié. Maintenant, on parle du RIC, mais on ne parle pas trop du fait que, effectivement, en France, il y a quand même un gros problème. On nous parle de démocratie, mais moi, je suis quand même assez choqué, et c'est pas parce que je suis élu du Rassemblement national que le principal parti d'opposition et le principal parti, enfin les 2 principaux partis d'opposition, la France Insoumise et le Rassemblement national, n'ont qu'une poignée de députés au Parlement. Il faudrait peut-être instaurer la proportionnelle, ça résoudrait peut-être un petit peu plus les problèmes. Les catalyseurs sont analogues. Le prix du carburant et à l'époque le prix du pain. Hein. Donc évidemment, le pain est moins important dans le panier de la ménagère aujourd'hui. Le prix du carburant est beaucoup plus important et ça a été l'élément déclencheur. N'oublions pas une chose, c'est que dans les révoltes du printemps arabe, c'est le prix du blé qui a essentiellement été le catalyseur de ces révolutions. Hein. Le panier de la ménagère n'étant pas composé de la même manière dans le Maghreb. Voilà. Alors, donc les catalyseurs sont analogues, les problèmes fondamentaux sont analogues. Il y a aussi des manifestations relativement similaires. Moi, j'ai été sur les ronds-points et j'ai été très surpris de voir que les personnes qui étaient sur les ronds-points sont ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire non pas des gens de gauche, non pas des gens de droite, mais des gens d'un peu toutes les obédiences politiques, toutes les origines sociales, et essentiellement quoi? Des gens qui travaillent, veulent travailler ou ont travaillé. Voilà, c'est la révolte du travail. Une autre chose qui est similaire, ceci. Le gilet jaune, c'est la cocarde. C'est un signe de reconnaissance qui est utilisé par les gilets jaunes de la même manière que pendant la Révolution française. La cocarde vous permettait de passer un barrage. Alors au début, c'était une feuille, je crois la cocarde, c'est une feuille d'arbre que, comment s'appelait-il, Camille Desmoulins avait pris en faisant un discours. Bon, là c'est un gilet jaune qu'on trouve dans sa voiture. Il y a des chants patriotiques qui sont chantés, il y a des barrages, il y a des actions communes, il y a un aspect convivial très important
De la même manière, on se rassemblait autour d'un feu, on chantait des chansons, on mangeait ensemble. Voilà, c'est comme ça que la Révolution française a commencé. Et une chose très importante, c'est qu'on assiste, comme en 1789, à une appropriation, ou plutôt à une réappropriation du politique. Ceux qui se disent apolitiques et qui sont gilets jaunes, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est un acte politique. C'est même le plus grand acte politique, puisque ce sont des gens qui disent « nous sommes le peuple, c'est nous qui avons le pouvoir ». Contre les politiques professionnels. Donc ils sont apolitiques au sens non politique professionnel, mais ils sont vraiment politiques. Ce sont eux les vrais politiques. Et c'est souvent par des gens qui ne votaient plus. Moi j'ai rencontré des tas de gens sur les ronds-points, ils ne votaient plus. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas voté. Et ils étaient sur un rond-point. Bon. Ensuite, il y a des attaques contre les symboles du pouvoir. Très important. On crie Macron démission. Il y a aussi des attaques contre Brigitte, qu'on associe à Marie-Antoinette. D'ailleurs, si Marie-Antoinette était là, elle serait choquée, parce qu'au moins Marie-Antoinette avait du goût dans la décoration intérieure. Voilà. Il y a eu des attaques contre un temple maçonnique, à Tarbes. Des tentatives d'investissement de l'Élysée, du Parlement, et la tentative de réappropriation des symboles du pouvoir. Et enfin, des symboles, et très importants, comme ça a été dit très justement auparavant, et des attaques contre les médias, qui sont un des très grands pouvoirs de notre société. Alors, comme la Révolution française, c'est un mouvement qui est à la fois urbain et rural. Ce n'est pas seulement la France des oubliés, ni la France périphérique, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. C'est à la fois urbain et rural. Et c'est surtout la révolte du travail contre la rente, contre les profiteurs, contre les spéculateurs, contre les financiers, contre le mondialisme. C'est la révolte de la France qui se lève tôt et qui n'a plus rien à manger. Enfin, c'est un mouvement qui agit en réseau. Alors, en 1789, il n'y avait pas Internet, mais il y avait des clubs. Il y avait des journaux, il y avait des clubs, et puis il y avait aussi des loges maçonniques. Tout cela faisait des réseaux extrêmement puissants qui relayaient les idées révolutionnaires. Alors, Facebook existe aujourd'hui. La franc-maçonnerie, maintenant, fait partie des pouvoirs établis, hein, en tout cas celle du Grand Orient. Et c'est pour ça qu'elle est attaquée comme symbole du pouvoir. Voilà. Alors, j'entends des gens dire « Oui, mais c'est très différent de 1789, parce que en 1789, c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. Et là, elle est au pouvoir. » On peut le lire comme ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, en fait, la révolution, c'est une révolte contre le pouvoir établi, quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est la bourgeoisie. À l'époque, c'était l'aristocratie et la monarchie. Enfin, une chose très importante, dans les revendications, il y a une demande de protection de l'État, le retour à la protection de l'État. Comme en 1789, on ne s'est pas révolté au départ contre le pouvoir royal. Au contraire, on demandait au pouvoir royal de rétablir le paternalisme royal, de protéger la population contre les spéculateurs, contre la bourgeoisie marchande. Et c'est ensuite elle qui a récupéré la révolution à son profit, bien entendu. La révolution était contre les profiteurs. Hein. En tout cas au début, jusqu'au 14 juillet, on va dire. Voilà. Enfin, un dernier élément de comparaison qui est assez similaire, la répression de l'État. Alors d'abord, en 1789, il n'y a pas beaucoup de répression par le pouvoir royal, il est assez faible. C'est surtout pendant la guerre des Farines qu'il y a eu une terrible répression, suivie par, effectivement, un rétablissement du protectionnisme sur le prix du blé, et le rétablissement de la police des blés, je crois que ça s'appelait comme ça, qui contrôlait la circulation des grains, la police des grains, voilà. Voilà, alors, donc qu'est-ce qui diffère de 1789? Pas grand-chose. Mais il y a quand même une chose très importante qui est très différente, malgré tous ces éléments qui sont des éléments un peu de contexte, c'est que s'il y a une contestation de l'ordre établi aujourd'hui, c'est un ordre républicain, c'est-à-dire un ordre qui est régi par le relatif et non pas par l'absolu. La monarchie, c'était le régime de l'absolu.
la monarchie absolue. Le pouvoir est d'origine transcendantale et non pas populaire. Aujourd'hui, la contestation est contre un pouvoir qui se revendique d'origine populaire, en tout cas initialement historiquement, mais qui est surtout un pouvoir qui veut le relativisme absolu, le mondialisme, l'homme nomade, remplaçable, etc., etc. Donc, nous avons une révolte contre le relativisme et une demande de rétablir l'absolu. Alors, j'aimerais bien que ce soit le rétablissement de la monarchie personnellement, mais je ne pense pas que ce soit le cas, puisqu'on critique aussi le monarchisme de l'institution présidentielle en même temps. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de rétablissement de la monarchie ou de l'absolu, mais il y a certainement une critique du relativisme absolu et totalitaire qui régit le mondialisme et la société mondiale. Alors, où est-ce que ça nous mène? Je ne sais pas de combien de temps je dispose. 5 minutes. Bon, alors je vais essayer de vous le faire en 5 minutes. Quels sont les risques? Et là encore, il y a quelque chose de similaire avec la Révolution française. C'est-à-dire qu'à partir de juillet et août 1789, et de manière encore plus sensible en 1791 et 1792, il y a une récupération qu'on appellerait aujourd'hui d'extrême gauche, donc à l'époque les montagnards, qui se débarrassent complètement de la monarchie en 1792. Et cette récupération, on en a parlé auparavant, par la France insoumise, par la CGT, qui au départ d'ailleurs était très hostile au mouvement, puisqu'il ne s'y reconnaissait pas. Effectivement, c'est un mouvement qu'on appellerait plutôt poujadiste, de petits patrons et de personnes qui sont des entrepreneurs ou des employés, et non pas des gens qui profitent du système. Donc, il y a cette récupération d'extrême gauche et qui fait que, par exemple, quelqu'un comme moi ne va plus sur les ronds-points parce que je ne me reconnais pas, effectivement, dans les nouvelles revendications. Et à travers ces revendications, enfin cette récupération d'extrême gauche, on voit apparaître de nouveaux thèmes favorables aux migrants. Alors j'ai quand même été assez surpris parce qu'au départ, il y avait quand même un thème anti-migrant qui a très vite été mis de côté. On demande le rétablissement de l'ISF, qui est d'ailleurs une stupidité parce que l'ISF est payé par la classe moyenne. Le problème de l'ISF, c'est pas... c'est un impôt qui est payé par la classe moyenne et non pas par les très grandes fortunes. Donc demander le rétablissement de l'ISF, c'est finalement aller à l'encontre des intérêts de la bourgeoisie moyenne qui le paye. Et au contraire, favoriser la très grande bourgeoisie qui, elle, ne le paie pas. Enfin, et c'est là où je suis très inquiet, c'est que nous avons vu apparaître assez tôt des casseurs venant très clairement de banlieue. Certains avec un message très clairement antisémite. On a vu ce qui s'est passé avec M. Finkielkraut, qui est totalement scandaleux, la façon dont il a été invectivé par quelqu'un qui clairement appartient à cette obédience islamiste, doit nous alerter sur le danger qu'il y a d'une jonction de ce mouvement avec l'islamisme, avec les revendications des banlieues, qui pourrait donner lieu au déclenchement d'un épisode violent, extrêmement dangereux pour la France. C'est pourquoi j'aimerais terminer sur cette citation de Napoléon Bonaparte. Pour un monarchiste, c'est pas mal. Dans les révolutions, il y a 2 sortes de gens. Ceux qui les font et ceux qui en profitent. Voilà. Les Gilets jaunes ont commencé quelque chose. C'est en train de se transformer en quelque chose d'autre et de beaucoup moins sympathique, de beaucoup plus dangereux et qui pourrait donner lieu, si cela se matérialise, à quelque chose d'absolument terrible et terrifiant. Comme en 1789, le pouvoir instrumentalise maintenant ce mouvement en activant l'extrême gauche et le Black Bloc, en favorisant finalement les casseurs, en tout cas leur entrée sur les endroits où les Gilets jaunes veulent se manifester, c'est exactement la même chose
qu'en 1789. La bourgeoisie a pris le pouvoir. Elle est en train de réintroduire à l'intérieur de ce mouvement des revendications climatistes qui sont contraires en fait à l'origine du mouvement, puisqu'en fait c'était le prix de l'essence. Et le prix de l'essence est en partie la taxe sur le... Comment ça s'appelle déjà, la taxe carbone, voilà, la taxe carbone. Quand Herbe Galant, ces choses-là sont dites, c'est vraiment une hypocrisie absolue. Donc, moi, j'aimerais vous alerter sur ce risque qui me paraît très important d'une dérive instrumentalisée par le mondialisme, qui ne peut aboutir qu'à une seule chose, c'est au renforcement du pouvoir de Macron et à la destruction encore plus importante de la société française et à l'appauvrissement, bien sûr, de nos compatriotes. Voilà. Donc, rappelez-vous cette citation de Napoléon. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est appeler les Gilets jaunes, si toutefois on peut m'écouter, contrairement à ce qu'a dit Franck Buller, avec lequel je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais pas sur ce point. Je pense qu'au contraire, pour contrer cela, il faut que les Gilets jaunes s'organisent en pouvoir politique concurrent. Comme l'ont fait les révolutionnaires ne se sont pas appuyés sur les structures politiques existantes, ils les ont balayées et les ont remplacées par quelque chose d'autre. Donc voilà, ce serait mon souhait, ce serait de voir que les Gilets jaunes forment un mouvement uni, politisé et organisé, de manière à pouvoir contrer l'instrumentalisation qui est faite par le pouvoir actuellement de leurs revendications. Voilà.